Sur le front de la vaccination contre Covid-19, beaucoup de choses se passent en ce moment. Euh, Près de 9 mois après le début des vaccinations au Canada, il est temps de faire une mise à jour de ce qu'on sait sur ces vaccins contre Covid-19. Donc, allons-y. Donc, premièrement, évidemment, on a maintenant beaucoup de données qui permettent d'avoir une idée de quelle est exactement l'efficacité de ces différents vaccins dans des conditions réelles. Alors, ce que j'appelle conditions réelles ici, eh bien, finalement, ce sont les gens qui ont été vaccinés dans les campagnes, c'est-à-dire pas les personnes qui ont été vaccinées au cours des essais cliniques qui ont abouti à autoriser ces vaccins. Et ce qu'on sait donc des chiffres au Canada et dans bien d'autres pays au cours de l'année 2021, c'est que les vaccins fonctionnent très bien, puisque le pourcentage de personnes non vaccinées qui sont atteints de Covid-19 et vont souffrir de complications sérieuses est très supérieur à ce même pourcentage pour les personnes vaccinés. Alors, je vous renvoie à cet excellent article qui a été publié récemment par Radio-Canada sur la situation au Canada et qui analyse ça avec beaucoup de justesse. Alors, voici les chiffres, quelques chiffres en tout cas pour le Québec. Et on parle donc des personnes qui avaient contracté Covid-19 ou bien qui avaient été hospitalisées suite à Covid-19 dans le mois qui a précédé la publication de cet article. Donc premièrement, ici le schéma, le graphe de gauche, on a les nouveaux cas de Covid-19. Donc comme vous le voyez, on a beaucoup plus de personnes non vaccinées que de personnes qui sont vaccinées parmi les personnes que l'on teste comme étant positives pour l'infection à Covid-19. Quand bien même environ 72% des Canadiens ont reçu 2 doses de vaccin. Et 72% des Canadiens, là on parle de tous les Canadiens, même les enfants. Et si on parle seulement des personnes éligibles, c'est-à-dire la plupart des personnes de 12 ans et plus, en réalité c'est 82% des Canadiens qui ont reçu 2 doses de vaccin. Et malgré tout, la grosse majorité des personnes qui sont testées positives pour Covid-19, donc ce sont des personnes non vaccinées. Ensuite, si on regarde les hospitalisations, on a à peu près la même chose. En fait, on obtient à peu près la même image avec peut-être même un pourcentage légèrement supérieur pour les personnes non vaccinées qui sont hospitalisées. Et là où la différence est vraiment encore plus frappante, c'est pour ce qui est des personnes qui souffrent de Covid-19 grave, donc ils se retrouvent aux soins intensifs. Et là, on voit qu'on a plus des 3/4 des personnes qui n'ont pas été vaccinées du tout. En Ontario, on obtient des chiffres similaires, puisque on voit que là encore, si la majorité des personnes qui sont testées positives donc pour l'infection à Covid-19 sont des personnes qui sont non vaccinées. On en a dépendant de la période de la semaine exacte, là on en a 2 à 3 fois plus de personnes qui sont non vaccinées que de personnes qui sont vaccinées qui sont trouvées comme étant positives. Donc tout indique que les vaccins confèrent effectivement un bon niveau de protection contre l'infection et contre les complications sérieuses. Et évidemment, ce dont on a beaucoup parlé récemment, c'est de
combien de temps exactement est-ce que dure la protection conférée par ces vaccins? Et le pays qui a soulevé beaucoup de questions, beaucoup de débats, c'est Israël. La raison pour ça, c'est que Israël a connu une vague très importante de nouveaux cas de Covid-19 pendant l'été 2021, essentiellement en août et en septembre. Ici, c'est la courbe des nouveaux cas de Covid-19 pour quelques pays. Israël en vert, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada. Et on voit cette grosse vague verte pendant l'été 2021 en Israël, ce qui a surpris beaucoup de gens, puisque évidemment Israël avait été parmi les pays qui avaient mis en place une campagne de vaccination très efficace dès le tout début de 2021 et même déjà à la fin 2020. Donc, comment est-ce que on explique cette grosse vague de Covid-19? Premièrement, là encore, ce sont les personnes non vaccinées qui vont être touchées par la Covid-19 dans des proportions supérieures aux personnes vaccinées. Et puis, il y a également le problème de l'immunité conférée par les vaccins qui effectivement décroît avec le temps. Et puisque Israël avait été les premiers à avoir mis en place une vaccination massive, c'est également les premiers chez lesquels les effets, les bénéfices de ces vaccinations vont s'estomper. Donc, on va parler de ça dans les diapositives suivantes. Cela dit, il faut quand même relativiser. Là, quand on voit ce pic, c'est le pic des nouveaux cas, c'est pas le pic des décès, ni même des personnes qui se retrouvent aux soins intensifs. Et en réalité, je les montre pas, mais ces courbes-là, décès aux soins intensifs, sont beaucoup moins impressionnants que cette courbe de nouveaux cas. Donc clairement, les campagnes de vaccination ont vraiment contribué à faire diminuer ces complications et décès. Donc ça, c'est une première chose. Tout cela étant dit, ceci nous rappelle que les différents vaccins contre la Covid-19, même quand ils fonctionnent bien, ils ne fournissent pas une immunité qu'on pourrait appeler de stérilisante. Une immunité stérilisante signifierait que si on est vacciné, par exemple, eh bien, suite à ça, on ne détecterait aucune infection. Donc clairement, c'est pas le cas. Ce qu'on a avec Covid-19, c'est une immunité partielle, avec des bonnes chances de réduction des pourcentages d'infection, des chances d'avoir des complications, des chances de se retrouver à l'hôpital, mais c'est certainement pas une immunité qui est complète. Donc, quelle est la situation exactement de la vaccination en Israël? Alors, dans les premiers mois de 2021, Israël était vraiment en tête mondialement pour ce qui est du pourcentage des personnes vaccinées. Puis depuis, ils se sont fait doubler dépassés par un certain nombre de pays, incluant le Canada d'ailleurs, qui est ici, avec environ 72% donc des Canadiens qui ont reçu 2 doses de vaccins. En Israël, on est un petit peu derrière, on a 66% des personnes qui ont reçu 2 doses de vaccins, ce qui est tout de même très bien évidemment. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a 30% des Israéliens qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Et ça représente 20% de la population éligible à être vaccinée en Israël. Et si on analyse, comme on le faisait un peu plus tôt pour le Canada, si on analyse pour Israël les chances de contracter la COVID-19 pour les gens vaccinés versus non vaccinés, eh bien, on voit que pour ces chiffres montrant les nouveaux cas journaliers pendant la fin du mois de juillet et puis le mois, à peu près tout le mois d'août en Israël, on a vu une augmentation importante et cette augmentation, elle a été finalement assez similaire parmi
les personnes non vaccinées, c'est montré ici en rouge, que parmi les personnes vaccinées en bleu. Donc ça, ce sont les chiffres, ce ne sont pas les pourcentages cette fois-ci, ce sont des chiffres en valeur absolue, c'est le nombre de cas. Okay? Et donc évidemment, le fait qu'il y ait à peu près le même nombre de cas dans les deux groupes montre l'efficacité de la vaccination, puisque on a 70% en gros de la population qui est vaccinée en Israël. Et donc évidemment, si le vaccin ne protégeait pas, eh bien on aurait dû avoir au moins 2 fois plus de cas chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés, puis c'est pas le cas. Et même on voit s'installer ici un plateau parmi les gens vaccinés, alors que ça semble continuer à monter parmi les personnes non vaccinées. Donc, ce problème d'avoir une minorité des gens qui ne sont pas vaccinés du tout explique une partie de cette vague de Covid-19 en Israël à l'été 2021, mais n'explique certainement pas tout l'ensemble de cette vague. Et en réalité, on estime que que cette vague s'explique également, donc comme je le disais, par la diminution de la protection. Et ça, on l'a observé surtout chez les personnes âgées, ce qui n'était pas surprenant. On sait que d'une façon générale, la vaccination en fait fonctionne moins bien chez les personnes âgées. Puis ça, on parle même pas seulement des vaccins contre Covid-19, on parle d'à peu près tous les vaccins. Et donc ça, ce sont des observations qui ont conduit notamment à proposer des doses de rappel pour ces vaccins Covid-19. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, il y a eu également des études visant à comparer directement les différents vaccins quant à leur efficacité et aussi quant à la durée de l'immunité. Et notamment, on a beaucoup parlé de cette étude du CDC, donc le Centre de contrôle des maladies infectieuses aux États-Unis, dans laquelle ils ont regardé le niveau de protection conféré par 3 vaccins, donc les 3 vaccins qui sont utilisés aux États-Unis, c'est-à-dire Moderna, Pfizer et puis Janssen, donc Johnson & Johnson. Alors, Johnson & Johnson, c'est un vaccin qui utilise un vecteur adénoviral, donc c'est à peu près le même vaccin que AstraZeneca qui a été beaucoup utilisé ici au Canada. Évidemment, comme vous le savez, Moderna et Pfizer, ce sont dans les 2 cas des vaccins utilisant l'ARN messager. Donc, la façon dont cette étude fonctionne, c'est que ils ont regardé parmi les gens vaccinés et puis les gens non vaccinés. Ils avaient des groupes avec un nombre à peu près identique de personnes. Par exemple, ils avaient à peu près 1300 à 1500 personnes dans le groupe des gens vaccinés versus des gens non vaccinés. Et ce qu'ils regardent dans le fond, ce sont le nombre de personnes qui vont être hospitalisées. Okay? Donc ce qui est analysé ici, c'est l'efficacité du vaccin, c'est ce que le VE signifie ici. Okay? L'efficacité du vaccin pour empêcher l'hospitalisation, prévenir l'hospitalisation suite à Covid-19, ce qui est une très bonne chose que ce soit les critères qu'ils ont analysés plutôt que l'infection par le virus de la Covid-19, puisque évidemment être infecté par Covid-19, c'est une information vraiment insuffisante, puisqu'on sait bien que les vaccins ne protègent pas très bien contre l'infection elle-même. Ce qui est important vraiment, c'est est-ce qu'on va être très malade ou pas. Donc c'est ce qui est analysé ici.
Et pour chacun des vaccins, donc là on a Moderna, Pfizer et Johnson Johnson, chacun des vaccins, on a calculé le niveau de protection entre 2 semaines et 4 mois après la vaccination complète, c'est-à-dire après la deuxième dose ici pour Moderna, après la deuxième dose pour Pfizer, puis après, dans le fond, seulement la première dose pour Johnson Johnson, puisque Johnson Johnson recommandait seulement une seule dose. Et ce qui a été calculé en termes de pourcentage de protection, il se retrouve ici. Donc ça, c'est vraiment la seule colonne là que vous pouvez regarder. Alors, Moderna confère environ 93% de protection à court terme, c'est-à-dire de 2 semaines à 4 mois après vaccination. Au-delà de 4 mois, ça tombe à 92%, autant dire que ça ne change pas. Pour ce qui est de Pfizer, à court terme, le niveau de protection est très similaire, 91%. Et par contre, avec Pfizer, ça diminue un petit peu. Donc après 4 mois, on observe plutôt 77% plutôt que 91%. Et pour Johnson Johnson, le niveau de protection est inférieur à court terme aux deux autres, puisque c'est plutôt 71% et ça diminue légèrement après 4 mois. Donc, ce que cette étude a montré, c'est que ces différents vaccins ne sont pas tous identiques en termes de la protection qu'ils confèrent et puis en termes de la durée de cette protection. Donc on peut maintenant en arriver à certaines conclusions sur l'état des connaissances tel qu'il est présentement, donc basé sur cette étude et évidemment basé sur plusieurs autres études. Alors, premièrement, le vaccin Johnson Johnson est moins efficace que Moderna ou Pfizer. Et puis, de plus en plus, on voit des gens s'exprimer à l'effet que pour ce vaccin, il devrait y avoir 2 doses qui sont administrées et non pas une seule. En réalité, c'était probablement une erreur de la part de cette compagnie de recommander une seule dose pour ce vaccin. Deuxièmement, Pfizer et Moderna sont tous les deux très efficaces à court terme avec plus de 90% de protection, ce qui est vraiment excellent, surtout comparé d'ailleurs à d'autres maladies à d'autres vaccins contre d'autres maladies infectieuses. Juste pour vous donner un exemple, on vient là il y a quelques jours d'approuver le premier vaccin contre la malaria. Ce vaccin-là, qui s'appelle RTS-S, il a un pourcentage d'efficacité qui est très inférieur à ces vaccins contre Covid-19. Pfizer semble perdre légèrement de son efficacité après 4 mois, contrairement au Moderna. Mais cela dit, bon, si vous avez été vacciné par Pfizer, il ne faut pas paniquer. Il faut toujours garder en tête que le bénéfice d'avoir été vacciné est quand même très très clair. Et ce qui est important dans le fond, c'est d'avoir été vacciné, peu importe avec quel vaccin exactement on a été vacciné. Tous les vaccins sont moins efficaces chez les personnes qui sont plus âgées. Donc ça, il y a eu de multiples études qui ont montré ça. Je ne vous ai pas montré ça aujourd'hui, mais faites-moi confiance là-dessus. Et en partie pour cette raison, toutes les compagnies qui fabriquent des vaccins qui sont déjà sur le marché ont demandé aux différentes autorités de santé publique des autorisations pour administrer des doses de rappel. C'est le cas d'ailleurs pour le Canada également. Et en réalité, pour ce qui est des États-Unis, Pfizer a déjà obtenu une telle autorisation. Ils l'ont obtenu également pour Israël et pour d'autres pays. Et d'une façon générale, les autorisations ont été données principalement pour les personnes âgées
et puis pour les personnes plus à risque. Donc, personnes plus à risque, ce sont les personnes qui sont c'est surtout pour les personnes immunodéprimées, ok? Donc il peut y avoir plusieurs causes d'immunodépression, mais on estime que ces personnes devraient recevoir donc des doses de rappel. Pour ce qui est des personnes âgées, bon ça, le seuil varie d'un pays à l'autre pour ce qui est d'autoriser ces doses de rappel. En Israël, par exemple, on a déjà vacciné on a déjà administré dans le fond une 3e dose de vaccin à une bonne partie des gens qui ont plus de 50 ans. Donc, on va maintenant parler, se projeter un petit peu dans le futur. Et puis, parmi toute la recherche vaccinale qui continue à être intense pour COVID-19, on va parler un petit peu des vaccins qui pourraient être délivrés de façon intranasale au lieu d'être délivrés par injection dans le muscle, tel que c'est le cas présentement pour tous les vaccins tous les vaccins COVID-19 qui ont été approuvés mondialement. Alors, ici, j'utilise des données, des figures qui sont tirées de cet article qui a été publié dans Science. C'est un petit article de revue. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir un vaccin qui fonctionne lorsqu'il est délivré de façon intranasale? Le plus simple, c'est d'avoir un vaccin qui utilise un virus ou bien ce qu'on appelle un vecteur viral. Un vecteur viral, alors c'est une particule qui ressemble un peu à un virus, qui est dérivé d'un virus, mais qui n'est pas capable de se propager de la façon dont le virus ferait. Et on utilise un virus ou un vecteur viral donc qui est capable d'infecter des cellules des voies respiratoires. Et ce virus ou ce vecteur viral doit évidemment exprimer des protéines du virus de la COVID-19, donc du virus SARS-CoV-2, de façon à provoquer une réponse immunitaire contre le virus SARS-CoV-2. Et comme pour les vaccins qui existent déjà, d'une façon générale, ça va être la protéine S, ce qu'on appelle spike ou spicule en français, qui est donc utilisé comme antigène dans ces vaccins. Alors présentement, il y aurait 7 vaccins en essai clinique qui peuvent être délivrés donc intranasalement, comparé à plus de 100 vaccins total. Donc ça reste une approche plutôt minoritaire, mais qui a des bénéfices potentiels certains, comme on le verra dans la diapo suivante. Alors je vais quand même prendre une minute pour vous parler de quelques-uns de ces vaccins qui sont à l'étude. Premièrement, Université d'Oxford. Alors ça, ce sont eux qui ont développé le vaccin qui a été commercialisé par AstraZeneca. C'est un vaccin basé sur un adénovirus de singe et qui exprimait donc la protéine S de SARS-CoV-2. Et ce même adénovirus peut être délivré de façon intranasale au lieu que ce soit par injection, puisque évidemment les adénovirus, ce sont des virus, ça fait partie des virus qui sont capables de causer le rhume ordinaire, donc forcément ils peuvent être acquis par inhalation dans les voies respiratoires au lieu que ce soit par injection. Donc ça devrait en théorie fonctionner. Vous voyez qu'il y a d'autres compagnies qui explorent des vaccins basés sur des adénovirus ou des vecteurs adénoviraux. Alors c'est le cas par exemple de Altimmune qui a ce vaccin en développement, ou l'immunogène, c'est-à-dire l'antigène ou l'immunogène, ça veut dire la même chose. C'est pas l'ensemble de la protéine S, c'est ce qu'on appelle le RBD, c'est-à-dire le domaine de S qui est responsable pour la fixation au récepteur. Mais ça reste que ça fait partie de S. Un autre vecteur adénoviral ici.
de façon intéressante, l'université de Hong Kong développe un vecteur basé sur le virus influenza qui exprimerait RBD. Okay. Une autre compagnie développe un vecteur qui est basé sur le virus respiratoire syncytial. Donc ça, c'est un autre virus qui infecte les voies respiratoires, d'ailleurs qui peut causer des maladies assez sérieuses chez les enfants, mais ils vont utiliser une version de ce virus qui est atténuée. Okay. D'ailleurs, pour influenza ici, donc influenza qui est le virus de la grippe, donc évidemment un autre virus respiratoire, c'est la même chose, c'est un virus atténué qui va être utilisé. Une autre compagnie de façon intéressante, Codagenix, donc eux sont en train de tester un virus SARS-CoV-2 atténué. Okay. L'avantage de ce virus atténué, c'est que l'immunogène, ça va pas être seulement la protéine S, ça va être donc dans le fond toutes les protéines du virus qui seront présentes dans ce virus atténué. Il y aura possiblement des protéines qui ne seront pas présentes, puisqu'évidemment il faut justement l'atténuer, ce virus. Donc en général on enlève des choses pour l'atténuer. Et donc ça pourrait être intéressant de voir si ça fonctionne bien. Puis ça va être aussi intéressant de voir quelle serait l'acceptation sociale d'un tel virus atténué. Évidemment, c'est toujours un petit peu difficile à faire passer d'utiliser des virus qui sont des virus propagatifs comme vaccin. Et enfin, on a une exception dans ce groupe qui est un vaccin qui n'est pas basé sur un virus ou sur un vecteur, mais qui est basé dans le fond sur une protéine purifiée. Cette protéine, c'est un morceau de S, ok, donc, à nouveau, c'est le RBD. Donc c'est une préparation de protéines qui serait délivrée par inhalation. Alors à ce stade, je ne sais pas comment il compte, comment le vaccin fonctionne en termes de pénétrer les cellules, parce qu'évidemment c'est ça l'avantage c'est un des avantages des vaccins et vecteurs, c'est que ils sont très efficaces pour pénétrer les cellules. Donc avec les protéines purifiées, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ça va être intéressant à observer. Puis c'est intéressant de voir que ça vient de Cuba, où la recherche est en belle croissance en ce moment. Alors, quels seraient qu'est-ce qu'on attend exactement de ces vaccins délivrés de façon intranasale, puis comment est-ce qu'on les délivre? Donc, ici, on a un petit schéma qui vient du même article où on compare un vaccin qui est livré par injection dans le muscle et puis un vaccin qui est lui délivré par inhalation d'aérosol. Okay. Donc ce que ça nécessite pour avoir cette administration intranasale, c'est un petit appareil qui va être capable d'aérosoler la préparation vaccinale, c'est-à-dire qui va produire des micro-gouttelettes, okay, que vous allez pousser dans les narines de la personne, évidemment en demandant à la personne d'inhaler, c'est-à-dire de respirer, okay, de façon à ce que cette préparation d'aérosol aille recouvrir un petit peu les muqueuses des voies respiratoires. Alors, quand un vaccin est livré ainsi, parce qu'évidemment on a déjà testé le tel vaccin contre d'autres maladies, okay, notamment les virus respiratoires syncytiales et puis le virus de la grippe dont je parlais plus tôt. Alors on sait déjà un certain nombre de choses. On sait que la réponse immune va être très forte dans la muqueuse donc du système respiratoire, plus forte que pour un vaccin qui est livré qui est administré de façon intramusculaire dans le bras. Okay. Et puis cette réponse, elle va
impliquer les anticorps de type IgA. Donc ces anticorps, ils ont des propriétés intéressantes parce qu'ils sont capables de traverser les muqueuses pour aller arrêter l'infection de façon plus précoce que les autres anticorps qui sont des IgG. Et les IgG, ce sont les anticorps qui vont être principalement produits après une administration classique intramusculaire. Okay? Aussi, lorsque le virus est administré localement, donc par sous forme d'aérosol dans les voies respiratoires, on s'attend à avoir présence de cellules B mémoire dites résidentes. Donc ça, c'est ce qui est schématisé ici en jaune. Et ces cellules mémoire, donc elles vont rester dans les parois des voies respiratoires sur une longue durée, ce qui va faire en sorte que on peut s'attendre à ce que ce vaccin ait un effet protecteur qui soit de plus longue durée que les vaccins qu'on administre dans le muscle. Évidemment, tout ça, c'est potentiel, ça reste à vérifier. Et enfin, puisque l'immunité est plus forte et est plus rapide, eh bien, lorsqu'une personne vaccinée est ensuite infectée par le vrai virus, donc SARS-CoV-2, eh bien, on s'attend à ce que la réplication du virus, la propagation du virus soit stoppée plus rapidement et donc que cette personne produise beaucoup moins de virus que une personne qui est vaccinée de façon classique intramusculaire. Et ça, c'est important parce que ça va contribuer à stopper la propagation et donc les épidémies de façon plus efficace. Alors voilà, tout ça, c'est du potentiel. Ce sont des vaccins qui sont encore relativement loin de la commercialisation. Pardon, je voulais juste vous montrer que tous ces essais cliniques étaient en phase 1 ou en phase 1-2 ici. Donc ce qui signifie qu'on en est vraiment à un stade assez précoce. Il reste encore des mois d'essais cliniques pour ces vaccins avant de pouvoir avoir une chance d'être approuvé pour utilisation commerciale. Donc c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Évidemment, le gros dossier dont j'ai choisi de ne pas parler, c'est la possibilité qui devient de plus en plus probable que la vaccination soit étendue aux enfants de moins de 12 ans au Canada et dans bien d'autres pays. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est qu'on manque, je trouve, encore de données vraiment solides pour parler de ça. J'ai pas les données des essais cliniques qui ont été faits. On n'a pas les données qui ont été soumises par les différentes compagnies aux autorités de santé publique dans les différents pays. On ne sait pas encore ce que vont décider ces autorités de santé publique. Donc la vaccination des enfants, on sait que ça s'en vient, et je le traiterai certainement dans le futur, mais je manquais d'éléments là pour en parler tout de suite. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait.